Donc, on va parler de Guy de Maupassant et Jules Romer, qui ont une opinion enfin que je rejoins assez au sujet de la franc-maçonnerie. Donc, je vais vous lire le texte. À une quarantaine d'années d'intervalle, deux écrivains profanes, Guy de Maupassant et Jules Romain, font parler des francs-maçons, non sans quelque ironie. Sous le mode romanesque, ils parviennent à restituer le climat des loges françaises de leur époque. Leur regard de profane, posé sur des maçons bien ordinaires, fait mouche à chaque fois et aide à cerner au plus près les réactions et les questions du public face à une institution qui demeure énigmatique, aussi longtemps qu'on n'en fait pas partie. Alors, portrait d'un libre penseur. Mon oncle Sostène était un libre penseur comme il en existe beaucoup, un libre penseur par bêtise. On est souvent religieux de la même façon. La vue d'un prêtre le jetait en des fureurs inconcevables. Il lui montrait le poing, lui faisait des cornes, et touchait du fer derrière son dos, ce qui indique déjà une croyance, la croyance au mauvais œil. Or, quand il s'agit de croyances irraisonnées, il faut les avoir toutes ou n'en avoir pas du tout. Moi qui suis aussi libre penseur, c'est-à-dire un révolté contre tous les dogmes que fit inventer la peur de la mort, je n'ai pas de colère contre les temples, qu'ils soient catholiques, apostoliques, romains, protestants, russes, grecs, bouddhistes, juifs, musulmans. Et puis moi, j'ai une façon de les considérer, de les expliquer. Un temple, c'est un hommage à l'inconnu. Plus la pensée s'élargit, plus l'inconnu diminue, plus les temples s'écroulent. Mais au lieu d'y mettre des encensoirs, j'y placerai des télescopes et des microscopes et des machines électriques. Voilà. Mon oncle et moi nous différions sur presque tous les points. Il était patriote. Moi, je ne le suis pas. Parce que le patriotisme, c'est encore une religion. C'est l'œuf des guerres. Mon oncle était franc-maçon. Moi, je déclare les francs-maçons plus bêtes que les vieilles dévotes. C'est mon opinion, et je la soutiens. Tant qu'avoir une religion, l'ancienne me suffirait. Ces nigauds-là ne font qu'imiter les curés. Ils ont pour symbole un triangle au lieu d'une croix. Ils ont des églises qu'ils appellent des loges, avec un tas de cultes divers, le rite écossais, le rite français, le Grand Orient, une série de balivernes à crever de rire. Puis, qu'est-ce qu'ils veulent? Se secourir mutuellement en se chatouillant le fond de la main? Je n'y vois pas de mal. Ils ont mis en pratique le précepte chrétien « Secourez-vous les uns les autres ». La seule différence consiste dans le chatouillement. Mais est-ce la peine de faire tant de cérémonies pour prêter 100 sous à un pauvre diable? Les religieux, pour qui l'automne et le secours sont un devoir et un métier, tracent en tête de leurs épîtres 3 lettres « J, M, J ». Les francs-maçons posent 3 points en queue de leur nom. Dos à dos, compère. Mon oncle me répondait « Justement, nous élevons religion contre religion. Nous faisons de la libre pensée l'arme qui tue le cléricalisme. La franc-maçonnerie est la citadelle où sont enrôlés tous les démolisseurs de divinités. » Je ripostais. « Mais, mon bon oncle, au fond je disais, vieille molle, c'est justement ce que je vous reproche. Au lieu de détruire, vous organisez la concurrence. Ça fait baisser les prix, voilà tout. Et puis encore, si vous n'admettiez parmi vous que des libres penseurs, je comprendrais. Mais vous recevez tout le monde. Vous avez des catholiques, en masse, même des chefs du parti. Pie IX fut des vôtres avant d'être pape. Si vous appelez une société aussi composée une citadelle contre le cléricalisme, je la trouve faible, votre citadelle. Alors, mon oncle, clignant de l'œil, ajoutait « Notre véritable action, notre action la plus formidable, a lieu en politique. Nous sapons, d'une façon continue et sûre, l'esprit monarchique. » Cette fois, j'éclatais. « Ah oui, vous êtes des malins. Si vous me dites que la franc-maçonnerie est une usine à élection, je vous l'accorde, qu'elle sert de machine à faire voter pour les candidats de toute nuance, je ne le nierai jamais, qu'elle n'a d'autre fonction que de berner le bon peuple, de l'enrégimenter pour le faire aller à l'urne, comme on envoie au feu les soldats, je serai de votre avis. Qu'elle est utile, indispensable, même à toutes les ambitions politiques, parce qu'elle change chacun de ses membres en agent électoral, je vous crierai, c'est clair comme le soleil. Mais si vous me prétendez qu'elle sert à saper l'esprit monarchique,
Je vous ris au nez. Considérez-moi un peu cette vaste et mystérieuse association démocratique qui a eu pour grand maître en France le prince Napoléon sous l'Empire, qui a pour grand maître en Allemagne le prince héritier, en Russie le frère du tsar, dont font partie le roi Humbert et le prince de Galles, et toutes les caboches couronnées du globe. Cette fois mon oncle me glissait dans l'oreille. C'est vrai, mais tous ces princes servent nos projets sans s'en douter. Et réciproquement, n'est-ce pas? Et j'ajoutais en moi, tas de niais. Et il fallait voir mon oncle Sostène offrir à dîner à un franc-maçon. Ils se rencontraient d'abord et se touchaient les mains avec un air mystérieux, tout à fait drôle. On voyait qu'ils se livraient à une série de pressions secrètes. Quand je voulais mettre mon oncle en fureur, je n'avais qu'à lui rappeler que les chiens aussi ont une manière toute franc-maçonnique de se reconnaître. Puis mon oncle emmenait son ami dans les coins, comme pour lui confier des choses considérables. Puis, à table, face à face, ils avaient une façon de se considérer, de croiser leurs regards, de boire avec un coup d'œil comme pour se répéter sans cesse « Nous en sommes, hein ?» Et penser qu'ils sont ainsi des millions sur la terre qui s'amusent à ces simagrées, j'aimerais encore mieux être jésuite. Guy ne bon passant, mon oncle Sostène, dans les Sœurs Ondoli, 1884. 1884. Ensuite, nous avons un autre. Donc, dans les années 20, Gerfagnon et Laulerque, deux amis épris de mystère et de fraternité, interrogent Ardanceau, graveur de son état, qui a quitté la franc-maçonnerie après 2 ans d'assiduité. « Vous y étiez entré avec la foi ?» dit Gerfagnon. « Oui, dame, oui, j'ai toujours eu la passion des idées, mais j'entends penser par moi-même, avec mes bouquins. Seulement, je venais d'avoir un gros chagrin à l'époque. Ma femme, que j'adorais, m'avait abandonné. Elle était partie avec notre enfant, alors un ami m'a parlé de la franc-maçonnerie. Je me suis dit, essaye mon vieux, ça te fera un foyer. » Ce n'était pas, il est vrai, à l'amoureux infortuné que s'intéressait Gerfagnon, c'était au témoin oculaire des mystères de la franc-maçonnerie. Toutefois, il ne voulait pas lui montrer une curiosité trop impatiente. Il lui dit, du ton le plus détaché possible, « Une fois là-dedans, qu'est-ce qui vous a surtout déplu ?»« Oh, presque tout. »« Vraiment ?»« Oui, d'abord je suis artiste, moi, je suis sensible à l'aspect. Il fallait voir le lieu où nous nous réunissions. C'est ce qu'ils appellent leur temple. Ça doit être pareil partout. C'est d'un tocard. Je n'aime pas les curés, et je trouve le dogme absurde. Mais menez-moi à Notre-Dame ou à Saint-Méry un dimanche où il y a de la musique, ça je veux bien. Comment est-ce fait un temple maçonnique? Comment est-ce fait? Oui. Ardanceau leva la tête, fit saillir ses yeux ronds, la prunelle tournée vers le haut, cligna laborieusement des paupières. Il avait l'air de se débattre avec une image peu commode à saisir. Il répéta. Un temple? Un temple? Oui, eh bien, c'est moche. Je vous dirais, je ne sais pas, moi. Il faut voir cette couleur, cette décoration. Une fois que je suis entré dans une petite église protestante, évangélique, je ne sais pas au juste. Non, ça ne vous donnerait pas une idée. Figurez-vous plutôt. Oh, mais non. J'allais vous dire que ça évoquait plutôt le grand café de province. Vous savez, la salle intérieure avec des colonnes, des machins partout. Ou l'établissement de bain turc, sauf qu'il n'y a pas de bassin. Ou même le bobinard de luxe, sans faire de rapprochement, bien entendu, en me plaçant uniquement au point de vue de l'effet d'ambiance et sous le rapport plastique dans le sens coco. Il fouilla dans une de ses poches, en tira une vieille enveloppe, trouva un bout de crayon à dessin dans une poche de son gilet, et se mit à tracer sur le dos de l'enveloppe une sorte de plan qui l'accompagnait de commentaires. Les traits de crayon étaient d'un beau noir gras, mais la netteté des détails en souffrait. Parfois, Ardanceau griffonnait un mot en marge du dessin et le rattachait d'un coup de crayon approximatif, un détail qu'il voulait signaler. Ça, c'est les 4 murs. Ça, tout ça là, c'est ce qu'ils appellent l'Orient. C'est surélevé et un peu en demi-cercle. Il y a des marches et une balustrade. Vous avez là le trône du Vénérable, l'autel du Vénérable, devant, et l'autel des serments. L'autel du Vénérable, c'est ce petit rectangle. Je vous indique la forme. Par ici, de chaque côté, vous avez des colonnes. 5, 6, je ne me rappelle plus, engagées dans le mur.
Ailleurs, peut-être que les colonnes se présentent autrement. Ça, je ne sais pas. Et alors ici, de chaque côté de l'entrée, 2 autres colonnes, plus grosses, bronzées, avec un truc de lumière. Oui, qui les éclaire du dedans comme quand on veut. Vous avez tout le temps des trucs comme ça, ils adorent ça. Il y a chez eux une part énorme de théâtre pour les gosses de Châtelet. C'est là que les membres de la loge s'assoient pendant les séances? Attendez. D'abord, on ne dit pas une séance, on dit une tenue. Non, ils ne s'assoient pas comme vous croyez. Ce serait trop simple. Non. De chaque côté, en long, vous avez des banquettes. Au milieu, ça reste vide. Sauf le tableau de la loge. Oui, horizontal comme ça. C'est de la toile. Une toile peinte. Il paraît d'ailleurs qu'ailleurs, c'est une espèce de tableau noir. Avec des figures à la craie, comme dans les écoles. Je ne peux pas vous dire. Les banquettes de ce côté-ci, ils appellent ça la colonne du midi ou du sud, c'est symbolique. Ne pas confondre avec les autres colonnes, les vraies. En face, ça s'appelle les colonnes du nord. Naturellement, ainsi, nord, est, l'orient, ici, l'est, comme partout. Sud reste l'ouest. À l'ouest, il y a l'entrée et le parvis. Dans ma loge à moi, les apprentis et les compagnons s'asseyaient ici du côté du nord. Les apprentis devant, les maîtres du côté du midi. Il paraît que dans d'autres loges, les compagnons viennent s'asseoir ici, du même côté que les maîtres. Ça dépend peut-être du nombre des uns et des autres, c'est un détail. Mais voilà, je n'ai plus de place. Sur l'estrade, j'ai oublié de marquer la table de l'orateur et la table du secrétaire. Et puis, ici, il y a encore la table du frère hospitalier, et puis le pliant du frère expert. Et un autre, de l'autre côté, qui sait? Attendez, le premier surveillant. Non, voilà que je ne sais plus. Ça m'a l'air très compliqué. Je vous crois que c'est compliqué. Non, je suis bête. Le premier surveillant et le second surveillant, c'est ici, devant chacune des colonnes lumineuses, le frère couvreur à l'entrée, entre les 2 experts. Je vous crois que c'est compliqué. Et encore, je ne vous parle pas d'un tas de trucs que vous devez avoir dans la tête si vous voulez être bon maçon. Les lettres sur les colonnes, les inscriptions, les problèmes. Il ne s'agit pas non plus de confondre les insignes. Tout à coup, vous vous dites, ce frère-là, avec cette chose qui lui pend, est-ce que ce n'est pas le grand expert? Ah, non, le grand expert, c'est celui qui a la règle et le glaive. Celui-ci, il se contente d'un fil à plomb. Donc, c'est le second surveillant. Et tout le temps comme ça. À croire qu'ils ont fait exprès d'en mettre et d'en fourrer tant qu'ils pouvaient pour impressionner les gens. Vous savez, surtout les nouveaux, pour leur occuper constamment la tête avec des riens. Pendant que les frères ont la sueur au front, à se demander s'ils vont bien se rappeler le pas de l'apprenti, si dans leur émotion ils ne partiront pas du pied gauche, ou si quand le vénérable criera « Frère qui décorait la colonne du sud », et ils ne vont pas tout à coup confondre le sud et le nord, et ainsi de suite. Car il ne s'agit pas non plus de se tromper dans les batteries, ou de se taper la cuisse quand il faut se taper l'avant-bras, ni de gueuler « Ousez, ousez !» 1 minute avant les copains. Surtout qu'ils voulaient prendre les positions de 3/4, de sorte que vous n'avez pas la ressource de regarder comme le fait le voisin pour l'imiter. En petit comité comme ça, la moindre capte se remarque. Vous passez pour une patate. Alors, pendant ce temps-là, vous gardez l'esprit contracté et vous ne pensez pas à contredire. Ça vous dresse, quoi, comme au régiment. Ardanceau ajouta avec un sourire et une quinte de tout « C'est ce qu'ils appellent la libre pensée. » Gerfagnon se tripotait la barbe, fronçait le nez et les lèvres, hochait la tête. Vraiment, c'est à ce point-là? Il y a un formalisme pareil. Vous ne parlez pas d'usages qui ont plus ou moins disparu? Pas le moins du monde. Mais alors, si je vous comprends, ce serait bien plus compliqué et formaliste qu'à l'église? À l'église, le prêtre, les enfants de chœur ont un certain nombre de rites à accomplir. Soit, mais les fidèles, on leur laisse la paix. Tout ce qu'on leur demande, c'est de se lever, de s'asseoir de temps en temps, et encore. Bien plus compliqué. Je n'ai guère fréquenté les églises depuis ma première communion, mais je me rappelle suffisamment. Dans les loges, tout est archi compliqué. Même quand vous croyez que les simagrées sont finis et qu'on va discuter une des questions à l'ordre du jour, car enfin c'est tout de même parce que vous vous intéressiez à certaines idées que vous êtes entré là-dedans, eh bien les chichis recommencent. Si vous voulez parler, vous devez vous lever, frapper un coup dans vos mains et étendre le bras vers le surveillant de votre colonne. Vous jugez si ça favorise l'inspiration. C'est ce qui explique que tout là-dedans a l'air chiqué. Vous voyez ce que je veux dire? Même les arguments qui s'échangent, on a l'impression qu'ils sont répétés d'avance, et c'est du récité par cœur. Ils ne savent rien faire naturellement, ni appeler les choses par leur nom. Vous figurez peut-être qu'avant d'ouvrir la séance, le vénérable dit tout simplement, comme ferait un président n'importe où, « Allez voir si la porte est fermée pour que nous soyons tranquilles. » Peu. Ah,
Il prend sa voix la plus caverneuse. Frère premier surveillant, quel est le premier devoir du surveillant en loge? Et tout le monde est debout pendant ce temps-là, hein, au garde à vous. L'autre répond, Vénérable, c'est de voir si la loge est bien couverte, et de voir si tous les frères qui occupent les colonnes sont maçons. Alors le grand expert va faire le Jacques dans les couloirs. Les surveillants passent le long des colonnes et les inspectent d'un œil torve. Vous savez, on dirait des enfants qui jouent au voleur. Tout est dans le même jus. Lire le procès-verbal de la dernière séance, ça s'appelle donner lecture de la planche tracée de la dernière tenue. Leur banquier. J'y ai assisté 2 ou 3 fois. L'imbécile qui était à côté de vous et qui tient à vous épater, à vous montrer qu'il est plus ancien que vous, se met à vous parler du voile de la plateforme. Ou bien il vous demande si ce n'est pas votre drapeau qu'il a déployé par erreur. Il s'agit tout bonnement de la nappe de la table et de votre serviette. C'est comme les épreuves d'initiation, ça c'est le comble. On raconte tellement de choses là-dessus, dit Gerfagnon, de son air le plus engageant, et en tâchant de mettre dans sa curiosité toute la discrétion dont il était encore capable. Vous savez qu'il n'aime pas qu'on parle de ça. Oh, je ne suis pas assez bête pour redouter leur prétendue vengeance. Si j'avais peur d'eux, je ne vous aurais pas parlé comme j'ai fait. Et puis vous n'irez pas le répéter, n'est-ce pas? Gerfagnon et Lolerque protestèrent de leur mieux. Ardanceau parut réfléchir, puis « Oui, mon tort, ça a été de me prêter à ces momeries-là. C'était le moment de m'apercevoir que je faisais fausse route. On a une excuse, on est malgré tout un peu abasourdi. C'est l'intéressé qui se rend le moins compte de ce qui se passe. Je n'ai pu vraiment en juger que plus tard, quand j'ai assisté à la réception d'autres néophytes. Vous m'avouerez, ce malheureux type qu'on voit arriver les yeux bandés, le bras et le haut de la poitrine à gauche, tout nu comme si le médecin allait lui faire une piqûre, sa jambe droite de pantalon relevée du genou et qui boitille parce qu'on lui a enlevé. On lui a enlevé un de ses souliers. Ça a quelque chose de lamentable. On se croirait à une séance d'hypnotisme dans une baraque de la foire. Et les 3 voyages, parlez-moi de ça, les dangers, les frères qui poussent des cris d'animaux, l'imitation du tonnerre dans la coulisse. Il paraît que ça varie suivant les loges, et aussi selon qu'ils supposent que le type à recevoir est plus ou moins couillon. Mais c'est toujours dans le même genre de bêtises. Par exemple, on te fait pirouetter le type, on l'amène se cogner le nez contre un mur, on l'oblige à faire l'écureuil sur l'échelle sans fin. Est-ce qu'on ne raconte pas aussi des histoires de cercueils, de testaments? Ah oui, le cabinet de réflexion, avec le mur peint en noir, les squelettes, la tête de mort, les inscriptions terrifiques, oui. C'est même par là qu'on commence. Alors ça, ce n'est pas encore Luna Park. C'est plutôt cabaret du néant. Mais comme vous voyez, on ne sort pas de la foire. Il s'interrompit, but une gorgée et, changeant de ton, « Je vous ai déjà parlé des binettes qu'on rencontre chez eux. Quand on les voit, ça explique tout. Naturellement, quand vous en avez de plusieurs espèces, ma loge à moi était moins rupine que celle des grands quartiers, mais même dans la mienne, il n'y avait pas que des gueules de bistrot endimanchées. Non, disons qu'ils forment le fond de la troupe. Par là-dessus, vous trouvez pas mal de bobines de dentistes, de fonctionnaires, quelques-unes d'avocats, de médecins, mais de préférence des avocats sans cause et des médecins des morts. Ça, c'est les gens à grande barbe. Ceux qui s'entendent comme personne à prendre des airs funèbres, à proférer d'une voix creuse « Frères qui décoraient la colonne du Sud ». Mais les uns comme les autres, on sent bien qu'ils sont venus chercher ce qu'ils sont venus chercher là-dedans. Je laisse de côté les arrivistes purs et simples. Voilà, c'était des gens qui avaient bien certaines idées, plus ou moins vaguement, mais qui n'auraient pas été capables de rester le nez plongé dans un bouquin pendant des heures comme je fais moi. Non, ça les aurait embêtés. Ils n'auraient pas pu suivre. Et puis c'était des gens qui avaient des côtés gosses, alors que ça passionnait, toutes ces histoires de cabinets noirs, de squelettes, de serments, de signes secrets, de reconnaissance. Très gosse également le goût pour les mots détournés de leur sens. Parce qu'on se donne comme ça l'orgueil d'être des initiés, surtout quand les expressions qu'on emploie ont l'air de se rapprocher toutes à une même chose, qui devient du coup mystérieuse, qui fait travailler l'imagination. Chez eux,
Tout se rapporte au temple, à la construction du temple. Il n'est question que de truelles, de fil à plomb, d'équerres, ou que de colonnes décorées, et que de temples à tuiler, ou que de frères couvreurs et de frères experts. Le jeu consiste en ça. S'arranger pour dire tout ce qu'on a besoin de dire sans quitter le langage de ce métier-là. Et en même temps, combiner les choses à faire ensemble qui aient l'air de se rapporter à ce métier-là, qui continue le roman. Remarquez, nous avons tous fait ça quand nous étions petits. Je me rappelle quand je jouais aux loueurs de voitures, ou au chemin de fer, ou à la guerre avec des camarades. Eh bien, pour les maçons, c'est un peu kiff-kiff. Eux aussi, ils s'obligent, ils se créent des difficultés pour le plaisir. En somme, ce sont des gens qui se réunissent de temps en temps pour jouer à un jeu compliqué. Le reste du temps, ils ont leur métier, leurs embêtements, la vie, quoi. Qui n'a rien d'une rigolade. La loge, c'est des vacances. Mais comme justement, ils sont des gens sérieux dans la vie, hein, qui sont tous plus ou moins des situations, enfin qu'en général ils n'ont rien de petite folle, suffit de les voir, ils n'oseraient jamais venir comme ça jouer ensemble, même entre quatre murs et toutes les portes bien fermées. À leur âge, ils auraient honte. Alors ils ont une excuse épatante. Tout ça, toutes les singeries qu'ils font, c'est symbolique. Oui, ce sont des symboles. Ça représente des idées. Et justement des idées qu'ils avaient tous plus ou moins, qui les ont poussés à entrer dans la maçonnerie, mais en bien plus fort, en bien plus profond. Vous comprenez à partir de ce moment-là, l'équerre, le fil à plomb, le tablier à bavette, le pas de l'apprenti, le signe d'horreur devant le cadavre d'Hiram, même l'échelle sans fin et la lampe à l'hypocopode, ça devient sublime. La moindre gueule de bistrot se dit qu'elle travaille à la reconstruction du temple, avec tout ce que vous pouvez mettre de mirobolant dans ces mots-là, et c'est que c'est du travail d'initié, que ça ne regarde pas le premier venu. Parmi les frères, vous en avez plus d'un qui a, comme qui dirait, la nostalgie de la religion, soit que les cérémonies d'église les remuaient quand il était petit, soit pour des raisons de tempérament. Eh bien, on lui fait voir qu'il n'a rien à regretter, que la maçonnerie aussi a ses mystères, mais qu'au lieu d'être des mystères pour vieilles bonnes femmes ou châtelaines réactionnaires, des histoires à dormir debout, de Dieu unique en trois personnes ou d'immaculée conception, ce sont des mystères pour penseurs laïcs et républicains. Qu'en plus, à l'église, il ne serait qu'un simple fidèle à écouter le curé bouche bée et à lui regarder faire sa cérémonie. Tandis que là, il est à la fois, en somme, le prêtre et le fidèle. Et on lui raconte que tous les grands philosophes, que tous les grands écrivains qui ont lutté depuis des siècles pour l'émancipation de l'esprit humain, de l'humanité, eh bien que tout ce qu'ils ont écrit en vers et en prose, vous savez, les grandes tirades d'Hugo et le reste, ça se rapporte à ces mystères-là, que ça y fait allusion. Et que d'ailleurs, c'est à la tradition maçonnique qui les ont empruntés. Oui, que les plus grands hommes des temps modernes, y compris Napoléon, étaient tous des initiés qui avaient reçu les secrets de la maçonnerie, et qu'ils travaillaient à la reconstruction du temple. Alors, comme la gueule de bistrot se dit qu'il y travaille, en faisant ces petits exercices, vous pensez si ça le flatte. Ce qui serait déjà plus intéressant, dit Gévragnon, à qui les dernières phrases du graveur venaient d'ouvrir des perspectives, et en particulier de rappeler certaines des vues excitantes de l'Aulerque. Oui, beaucoup plus intéressant. Il semble en résulter qu'il y aurait tout de même derrière ce rideau de cérémonie, ou de simagrée, si vous voulez, une doctrine plus ou moins secrète et qui remonte très loin, qui aurait déjà manifesté son action dans l'histoire. Il regarda l'Aulerque. Il serait donc un peu plus intéressant de connaître cette doctrine. Mais le graveur haussa les épaules. Des boniments, de la poudre aux yeux. Je m'étais dit comme ça, comme vous, dans les premiers temps. Et ça m'avait aidé à supporter les âneries en question. Mais à part quelques phrases creuses que vous pouvez lire partout, je n'ai jamais rien vu venir. Vous comprenez. Il faut bien qu'ils fassent croire ça, pour tenir leurs troupes en haleine, et aussi pour défendre la maçonnerie contre certaines attaques qui la présentent comme une simple bande d'arrivistes sans scrupules, une bande fortement organisée, décidée à réunir ses coups par tous les moyens. Soit, vous venez de parler de bande fortement organisée qui a des coups à réussir. C'est le langage de leurs adversaires. Oui, j'entends bien. Disons, pour quitter le style de l'injure, que la maçonnerie poursuit des buts. Ça ne me paraît pas contestable. Soit que ces buts répondent à la doctrine, soit que la prétendue doctrine ne serve en réalité que de trompe-l'œil ou d'alibi. Selon vous, quels sont en réalité ces buts ?
ceux que tout le monde croit connaître, plus ou moins, et qui n'ont rien de bien transcendant. Défense laïque et républicaine, etc. Ou y en a-t-il d'autres dont on ne parle pas? Ardanceau manifesta un embarras extrême. Ça, c'est la bouteille à l'encre. On ne peut rien affirmer, on peut tout supposer. Supposer, mais dans quel sens? Je ne sais pas. Soit. Mais le seul fait que vous ayez dit « on peut tout supposer » prouve que vous avez eu l'impression, pendant que vous fréquentiez les loges, que toute leur activité ne se bornait pas à faire à des gens de bonne composition quelques exercices saugrenus. Vous avez dit aussi « on les dresse », mais c'est pour les faire servir à quelque chose. À quoi? D'abord, il y a des mots d'ordre qui circulent. Par exemple, quand il s'agit de soutenir tel ou tel candidat aux élections, ou bien de favoriser un mouvement d'opinion ou de lutter contre. C'est selon chacun avec les moyens dont il dispose. Ça, on s'en doute. Mais n'y a-t-il pas des buts plus vastes et plus secrets? Comment voulez-vous savoir? C'est de ça aussi que je me suis rendu compte. À la réflexion, après que j'y étais entré, je me suis dit, qu'est-ce que tu es toi là-dedans? Et les autres frères qui font les marioles avec toi? De pauvres petits bougres, du menu fretin. On raconte bien que toutes les loges sont égales entre elles et qu'en dehors des 3 grades qui y sont représentés, les apprentis, les compagnons, les maîtres, il n'y a rien, pas d'autre hiérarchie. Donc que le jour où vous serez passé maître, vous n'aurez personne au-dessus de vous. Mais c'est du pur boniment. Ils se contredisent puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a les hauts grades et les grands conseils. Mais à côté de ce qu'ils avouent, il y a peut-être ce qu'ils n'avouent pas. Des chefs encore plus hauts et encore plus cachés. Alors, vous pensez si dans une loge de quartier on se sent peu de choses, des pantins de la dernière catégorie. Ardanceau clignait des paupières, levait la main droite avec circonspection, se rengorgeait, puis il se pencha sur la table en faisant un petit mouvement de la tête qui voulait dire « Approchez, ceci est encore plus confidentiel ». Les 2 autres se penchèrent aussi. Il murmura « Quand on entre dans la maçonnerie, on se dit « Je vais enfin découvrir les fameux mystères de la franc-maçonnerie ». Eh bien non. Ce qu'on découvre, si il y a une chose qu'on découvre à ce moment-là, c'est que justement, il existe des mystères dont on ne se doutait pas en entrant dans les loges, et que ces mystères-là, tout maçon qu'on est devenu, on ne les connaîtra jamais. Il releva le buste, jouit de l'effet qu'il avait produit, se pencha de nouveau. Où on ne les connaîtra que tout à fait par hasard et sans lendemain. Donnez un petit exemple. Quand vous rencontrerez un maçon de haut grade, ça peut arriver, eh bien, demandez-lui ceci, d'un air innocent. Oui, dites-lui, « Monsieur, on m'a parlé des loges d'adoption. Qu'est-ce que c'est, les loges d'adoption ?» Il me répondra. Vous verrez. Peut-être qu'il fera l'homme qui tombe de la lune. C'est même le plus probable. Peut-être qu'il s'écriera avec indignation « Vous croyez à des calomnies aussi absurdes, aussi puriles ?» Ou bien il prendra la chose en riant. Bah, c'est une vieille histoire. En admettant que ça n'ait jamais existé, ça date de plus d'un siècle. Enfin, vous verrez. Et vous savez ce que c'est, vous? Ardanceau prit un air très entendu. Son visage, ses yeux aux prunelles soudain relevés vers le ciel, parurent évoquer des images agréables. Il dit seulement « Il ne s'agit pas de moi ». Et dit encore « Une autre fois, demandez-leur ». Mais non, j'y réfléchis, c'est seulement quand on est déjà maçon qu'il peut y avoir un prétexte à poser cette question-ci. Soudain, le graveur s'assombrit. Une idée préoccupante venait de le saisir. Il regarda fixement Gerfagnon. Naturellement, vous me donnez votre parole d'honneur que si un jour vous entrez dans la maçonnerie, vous ne révélerez jamais notre conversation de ce soir. Vous ne prononcerez pas mon nom. Je vous en donne ma parole d'honneur. Jules Romain, Les hommes de bonne volonté, La recherche d'une église, Flammarion 1958.